Bien, on joue contre un 1342, je vais jouer E5. Et on va respecter les principes de l'ouverture, se développer, mais je vais éviter de réciter l'ouverture, je vais faire comme si je ne la connaissais pas. Et vous allez voir, ça va peut-être poser problème. Parce que je vais faire le naïf, étant donné que je ne suis pas censé savoir ce qu'est le clouage, ce qu'est une attaque double, et que je me contente de parer des menaces en un coup, ou de créer des menaces en un coup. Donc, je vais faire le naïf, je vais jouer comme si je ne connaissais pas cette ouverture. Et par contre, j'identifie les menaces. Donc là, j'identifie déjà une première menace. J'espère que vous l'avez identifiée vous aussi. Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de tactique, de menace. Qu'est-ce que viennent de faire les Blancs? Ils viennent d'apporter leur cavalier en attaque. Et ce cavalier tape sur F7 en se combinant avec le fou. Donc là, on a un premier chunk, j'ai envie de dire, un premier ensemble. Tous ces éléments sont liés. Le cavalier est lié au pion, le fou aussi, le roi également. Et il nous manque un défenseur. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas amener un défenseur supplémentaire. La dame, en effet, ne suffirait pas. En cas de prise, on ne va pas donner la dame contre 2 pièces. Ça donnerait 9 points, et même 10 en comptant le pion, contre 6 points, puisque les pièces mineures valent 3. Il faut donc trouver une autre solution. Comment on fait pour parer cette menace? Eh bien, on peut jouer D5. En faisant ça, on casse l'alignement du fou sur le pion. Donc là, on est dans de la visualisation, puisqu'on coupe une ligne. D'accord? Donc là, il va falloir mettre à jour cet élément, étant donné que cette diagonale est maintenant fermée. Mon adversaire vient de prendre, et effectivement, maintenant, la diagonale est coupée. On peut mettre à jour cette information. Il n'y a plus de menace sur F7 pour le moment. Donc maintenant, je vais continuer à faire le naïf. On va réfléchir en termes d'échec, prise, menace, en vérifiant que l'adversaire derrière n'a pas de gain immédiat. Nous n'avons pas d'échec, le roi blanc est inaccessible, mais nous avons une prise. Nous pouvons prendre le pion, alors évidemment pas avec la dame, mais avec le cavalier. On a une tension à cet endroit-là, donc on doit bien retenir cette tension pour plus tard, parce que ça va probablement nous occasionner quelques difficultés. Le meilleur coup de la position, ce n'est pas de prendre en D5 avec le cavalier, évidemment, mais on n'est pas là pour faire la théorie des ouvertures, on est là pour jouer comme on jouerait si on était en train d'apprendre les échecs. Donc je vais faire cavalier prend D5. Le cavalier est parti, ce qui veut dire que les directions de la dame vont plus loin. Et le cavalier est dans le viseur. Il n'est pas défendu. Donc au prochain coup, on pourrait prendre le cavalier. Même si en faisant ça, la dame abandonnerait la protection du cavalier, donc les blancs pourraient récupérer la pièce. Alors ceux qui connaissent cette ouverture, ils savent que les blancs doivent jouer cavalier prend F7 ici. Je vous le montre. Cavalier prend F7, roi prend F7, et maintenant attaque double avec dame F3 échec. Mais vous voyez qu'on est déjà dans quelque chose d'assez compliqué. Pour défendre le cavalier, il va falloir apporter un deuxième défenseur, et comme le roi est échec, il est obligé de monter. Le cavalier ne peut en effet pas revenir en F6 parce qu'il est cloué par le fou. Donc là, on est déjà dans des notions compliquées. Mon adversaire connaissait le début, mais pas la fin. Il a joué dame F3. Que menace-t-il? Très important de commencer par ça. On est toujours sur échec, prise, menace. Surtout dans des positions tactiques comme ça. Que menace-t-il? Il menace quand même échec et mat. Première grosse menace. Quelle est la deuxième menace? Qu'est-ce qui a changé avec dame F3 aussi? Je vous avais dit qu'il fallait tout le temps réfléchir à cette case de l'échiquier parce qu'il y a une tension depuis tout à l'heure. Qu'il y ait eu un pion ou une pièce à cet endroit-là, c'est une case contrôlée de toute façon par les blancs depuis le début avec le fou. Donc il faut toujours surveiller cette case-là. Beaucoup plus importante que les autres. En venant en F3, la dame l'attaque une deuxième fois. Et je n'ai qu'un seul défenseur. Donc j'ai deux menaces à parer. J'ai dame prend F7, qui est quand même la menace la plus urgente, et dame prend D5. J'ai ça en tête, et je me demande si je n'ai pas un échec, une prise ou une menace. Toujours pas d'échec.
mais j'ai une prise. Est-ce que vous voyez laquelle? Je peux prendre le cavalier. Est-ce que cette prise nous permet de parer les menaces blanches? Alors, pas les deux, mais ça nous permet quand même de parer la plus grave des menaces, qui était la prise en F7 avec échec et mat. On va perdre le cavalier, mais c'est pas grave, puisqu'on a gagné le cavalier G5. Donc, c'est satisfaisant. On oublie les menaces comme cavalier D4, puisque ça ne réglerait pas le problème de la menace de mat en F7. On va donc jouer dame prend G5. Alors évidemment, il va reprendre en D5. J'espère pour lui qu'il va le faire avec le fou. Parce que sinon, on va pouvoir gagner des temps. Vous allez peut-être voir comment. Et pendant qu'il réfléchit, demandez-vous ce qui va se passer sur fou prend. Est-ce que ça créerait une nouvelle menace? Eh bien absolument. Ça menacerait de prendre en F7 sur échec, étant donné que le fou surveillera la case. Donc on aura deux attaquants sur cette case. Il a repris de la dame. Alors ce n'est pas la meilleure option. Je vais vous laisser réfléchir. Est-ce qu'on a des échecs, des prises et des menaces, comme d'habitude? Et en même temps, enregistrer les informations du centre, qui commencent à se stabiliser maintenant. Tous ces éléments-là fonctionnent ensemble. Le cavalier protège le pion et il protège aussi la case. C'est important de mettre dans vos analyses les cases aussi, pas seulement les pièces. Parce que les cases, c'est les endroits où les pièces rêvent d'aller. Donc le cavalier rêve d'aller en D4 un jour. Mais pour le moment, il faut se demander ce que menacent les blancs, évidemment. Ils menacent dame prend F7. Donc, on doit prendre en compte cette menace. Ça ne nous empêche pas de nous-mêmes regarder ce qu'on a comme prise et comme menace. Donc, pas d'échec, mais des prises. Alors, en G2, ce n'est pas possible parce que la dame surveille. Donc, dame prend, ce n'est pas possible. Et de toute façon, il y avait ce coup dame prend F7 aussi qu'il faut parer. Donc, on doit chercher autre chose comme une menace, puisqu'on a fait les échecs, les prises, mais pas les menaces. On a une menace qui part dame prend F7, c'est fou E6. C'est beaucoup mieux que de jouer cavalier D8, par exemple. On essaye de parer de manière active, c'est-à-dire en créant nous-mêmes une menace. C'est pour ça que quand on cherche comment parer une menace, on doit quand même chercher nous-mêmes une contre-menace, des fois. Et là, c'est un bon exemple. On attaque la dame. Elle ne peut pas prendre. On est d'accord, puisque le pion protège. Où doit-elle aller si elle veut continuer à protéger le fou qui est quand même derrière? Eh bien, elle peut aller ici, ou bien ici, comme il vient de le faire. Alors, que menacent les blancs maintenant? Ils menacent notre pion. À un niveau plus élevé, vous verrez que ce coup créerait une fourchette. Bon, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. Nous, on va regarder ce qu'on a comme échec, prise, menace. J'ai deux prises possibles. J'ai la prise en C4, mais ce serait un échange. Et j'ai la prise en G2. Bon. Je ne peux pas créer de menace à part ça, puisque le cavalier est cloué. On n'a pas le droit de venir en D4, étant donné que la dame est derrière. Donc, moi, le coup que j'aurais envie de jouer spontanément, ça serait dame prend G2. En plus, c'est une menace, puisque j'attaque la tour. Est-ce que l'adversaire aura un échec ou une grosse menace de mat à mettre à exécution? Non, ça va, on a encore le temps. En plus, la dame, en venant ici, protégera le cavalier. Ce qui peut être utile si jamais la dame prend le pion. Mais là, on va déjà un petit peu trop loin. Donc, dame prend G2, c'est intéressant. Et j'ai une idée que je pourrais peut-être jouer après, puisque le roi commence à être à découvert. Donc, vous voyez, pour le moment, on n'a rien joué d'extraordinaire. On a gagné un pion, mais on doit faire attention parce que notre position n'est pas très stable pour le moment. Il y a quand même deux pièces qui rôdent autour de notre roi. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais on a quand même gagné du temps dans le sens où on menace dame prend H1 sur échec. Donc la tour va devoir sans doute bouger. Et pendant que l'adversaire réfléchit, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire dès que vous le pouvez, réfléchissez au secteur important de l'échiquier. Donc les secteurs importants, on l'a dit, ça, c'en est un. Donc ça, c'est un ensemble qu'il ne faut pas perturber.
ça va ensemble tout ça. Donc ça veut dire que le cavalier ne doit pas trop bouger, parce que sinon le pion serait en prise. Le pion ne peut pas trop bouger, sinon on abandonnerait la case. Et le cavalier rêve de venir ici, mais pour ça, il faudrait protéger ce pion, vous voyez. Donc, tout ça, c'est lié. Il y a un autre élément quand même à analyser, à identifier, ne serait-ce que en termes d'observation. Chez l'adversaire, pour commencer. Le roi est au centre. Il est sur une colonne semi-ouverte. Et on a, si on cherche les échecs, prise menace, on a un échec. Donc ça, on le garde en réserve, c'est très intéressant. Et de l'autre côté, notre roi est toujours au centre. Dans les principes de l'ouverture, c'est un problème. Donc, on doit aussi penser à la sécurité de notre roi. Et on a identifié quand même que les Blancs avaient une menace qu'ils ne pouvaient pas jouer au coup d'avant, parce qu'il y avait la tour en H1 qui aurait été prise sur échec. Mais maintenant, c'est une menace, puisque ça attaquerait notre tour. Donc on a deux problèmes à régler, quelque part. Un problème urgent avec le pion B7 et un problème assez urgent, le roi au centre quand même, qui pourrait être attaqué. Alors comment on pourrait faire pour régler ces problèmes, ces deux problèmes, en un seul coup? Je vous laisse réfléchir. On pourrait jouer grand roc ici. Ça semble très intéressant, parce qu'en faisant ça, on occuperait en même temps la colonne D. Il faut penser aux colonnes et aux lignes ouvertes. Mais en attendant, on va quand même chercher les échecs, les prises et les menaces qu'on a à notre disposition. On n'a pas de prise à part dame prend H2. Et au niveau des menaces, on n'en a pas non plus en apparence. En tout cas, des menaces évidentes. Vous allez voir qu'il y en a une quand même. Mais voilà. Donc, dame prend H2, c'est typiquement le genre de coup qu'un Milelo jouerait, je pense, en oubliant qu'il y a dame prend B7 quand même, qui est un gros problème parce que ça attaque notre tour. Sans même parler de la fourchette avec le cavalier. Donc, on évite de courir après les pions. On reste sur échec, prise, menace. Et dame E4 échec est en même temps une menace sur le fou, qui va devoir revenir en E2 pour parer l'échec. Sinon, on va gagner le fou, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc là, on est très très bien maintenant. On aimerait beaucoup jouer cavalier D4, mais on ne peut pas, parce que la dame cloue ce cavalier. Et on va faire ce qu'on a dit. On va jouer grand roc et on va régler tous nos problèmes. On a bien vérifié que les blancs n'avaient pas de menace directe. On protège le pion B7, on active notre tour. Donc on est très très bien. Que menacent les blancs maintenant? Ils menacent notre dame. Est-ce qu'on a des échecs, des prises et des menaces? Alors oui, on a un échec, à part dame prend E2 qui n'a pas de sens, en apparence, je précise. Eh bien, fou B4 échec peut être paré par C3. Donc ce n'est pas un échec très malin. Alors pourquoi le coup dame prend E2 échec n'est absurde qu'en apparence? Eh bien parce qu'après roi prend E2 qui est forcé, on va pouvoir récupérer la dame, ce qui veut dire qu'au passage on aura gagné le fou. Est-ce que vous voyez comment on pourrait récupérer la dame si le roi était en E2? Donc là on est sur un niveau supérieur. Attention, je ne vais pas le jouer parce que ce serait assez méchant et surtout ça ne respecterait pas ce que je me suis fixé comme contrainte. Après roi prend, le roi sera en E2. Il faut visualiser le roi à la place du fou. Et on pourrait jouer cavalier D4, fourchette, parce que échec, et la dame est dans le viseur du cavalier aussi. Donc ça veut dire qu'on va récupérer la dame qui n'est pas défendue. C'est-à-dire que quand on l'aura reprise, le cavalier ne pourra pas être récupéré. On aura donc gagné le fou dans l'histoire. Je ne vais pas jouer ça, ça serait vraiment pas sympa. Par contre, je vais jouer dame B4 échec et j'avance un petit peu. Je simplifie, j'échange les dames, parce que sa dame est en attaque, et ça me permet de rester avec mon pion de plus. Je reprends avec quoi d'ailleurs? Si je reprends avec le fou, je vais faire échec, très bien, mais il y aura C3, et mon fou va devoir reculer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Pourquoi cavalier prend B4 serait meilleur? Eh bien parce qu'en B4, le cavalier attaquera un pion non défendu. Donc cavalier prend B4 est très intéressant, et son cavalier vient au bord pour parer la menace. Donc là, on est très content. Et je n'ai pas d'échec, pas de prise, pas de menace en apparence, mais en tout cas, j'ai des idées par rapport à la gestion du centre. Mais avant, on va quand même regarder si je n'ai vraiment pas de menace ou de prise. Étant donné que l'échec en C2 ne donne rien, maintenant que le cavalier est venu défendre. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ou attaquer? Je pourrais prendre en A2.
avec le fou, ou avec le cavalier. Mais ce ne serait pas forcément très urgent ici, parce que on mettrait une pièce sur le côté, donc elle serait un petit peu vulnérable, et elle perdrait en activité. Donc j'ai même pas envie de me ruer sur ce pion. Je pourrais créer une menace par contre. Donc attaquer une pièce adverse. Je pourrais attaquer la tour en jouant fou ici. Mais c'est pas parce qu'on voit ça qu'il faut se jeter sur l'occasion. La tour pourrait s'en aller tout simplement. Donc je vais essayer de jouer au centre. Comment je peux faire pour avoir un centre idéal? Allez, eh bien, on va jouer F5. Comme ça, on contrôle toutes ces cases-là. Et j'accélère. Vous voyez que quand on réfléchit vraiment de manière détaillée, ça prend du temps. Fou D2, est-ce que l'adversaire menace quelque chose? Pas vraiment, puisque le cavalier est protégé, donc le fou pourra prendre, on pourra reprendre, ce n'est pas un problème. Mais on va respecter quand même un des principes de l'ouverture et de toute façon des échecs de manière générale, c'est-à-dire la gestion du centre. Comment on pourrait faire pour occuper le centre, encore une fois, de manière efficace? Eh bien, mon cavalier qui est ici ne fait plus grand-chose maintenant que celui-là est venu défendre en C2. Donc il doit se recycler. Il doit se recycler à un endroit où il pourra regarder des deux côtés de l'échiquier. Et pour ça, il faut qu'il vienne au centre. La meilleure case, c'est D5. C'est pour ça que le fait d'avoir gagné le centre comme ça est avantageux. Hein. Ce n'est pas juste pour avoir plus d'espace. C'est vraiment pour pouvoir utiliser cet espace pour nos pièces, tout simplement. Alors maintenant, on pourrait jouer des prises intéressantes, en particulier une, j'en vois qu'une d'ailleurs, donc une prise intéressante. Je vous laisse regarder laquelle. On pourrait jouer fou prend cavalier. Ce serait un échange, mais en faisant ça, on ruinerait un petit peu la structure de pion. La structure de pion, c'est quelque chose qui vient plus tard, donc je vais peut-être pas le faire maintenant. Ça serait un petit peu vache par rapport à l'objectif que je me suis fixé, mais cette prise est une possibilité. Notez que ce pion et ce cavalier sont liés. En réalité, hein, si le pion bouge, le cavalier ne sera plus défendu. Donc là, on a un exemple de chunk, hein, et ça va avec ce chunk-là, c'est-à-dire cet ensemble qui est le grand roc, tout simplement, hein, maintenant que le roi a roqué. On n'a pas à calculer ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'attaque. Donc je vais simplement sortir mon fou, on va rester raisonnable, et j'accélère. Alors, est-ce que mon adversaire menace quelque chose? Oui, il menace de prendre. Est-ce que j'ai une prise, moi, de mon côté? Oui, je peux prendre en F4. Je vais le faire. J'accélère, je suis obligé. Donc, de la même manière, est-ce que j'ai un échec, une prise ou une menace? Je n'ai pas d'échec, mais j'ai une prise, toujours pareil. Je peux reprendre en F4. Alors évidemment, si reprendre la tour, ceux qui ont un niveau un petit peu supérieur se rendront compte qu'il y a un clouage qui arrive. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, le roi est aligné sur cette diagonale. C'est-à-dire que si le fou vient en G5, il clouera la tour. Mais bon, on n'est pas censé le voir. Je vais quand même prendre ici, mais pas pour faire le clouage derrière. Je vais simplement menacer la tour pour gagner un temps sur elle. Je ne suis pas un monstre. Par contre, après, je vais vous redemander ce qu'on peut jouer comme échec prise-menace. Commencez à y penser dès maintenant. Et sinon, mettez pause parce que ça va de plus en plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme prise? On peut prendre le pion, mais évitez de prendre les pions de l'aile, hein, parce qu'en général, on se fait enfermer avec les fous. Donc, c'est pas une bonne idée. Demandez-vous ce que mon adversaire menace plutôt. Il menace le pion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'avance, comme ça, le pion est en sécurité. Est-ce que l'échec en F4 est jouable? Non, parce que la tour surveille. Ceux qui sont tombés dans le panneau ou ceux qui ont oublié ça, c'est qu'ils n'ont pas fixé la position, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mémorisé que la tour était sur la 4e rangée. Donc, ils ne sont pas allés assez loin. Donc, ils n'ont pas assez stabilisé la position. Que menacent les blancs? Rien du tout. Est-ce que j'ai un échec? Oui. Maintenant, l'échec en F4 fonctionne parce que le cavalier D4 s'est mis devant. Donc, je vais le faire pour gagner un peu de temps. Parce que derrière, j'ai une petite idée. Alors, je ne vais pas le faire parce que ce serait une fourchette en même temps. Donc, l'idée, c'était quoi d'après vous?
c'était de jouer B5. Mais ça ne gagne pas vraiment de pièces si les blancs trouvent la bonne réponse. Parce que sur B5, il pourrait jouer cavalier B6 échec, pion prend et récupérer le fou derrière. Mais là, on est déjà sur de l'étape 2, donc ça va pas. Par contre, je peux prendre là-bas. Je vais me servir. Je suis obligé d'accélérer, il me reste plus que 35 secondes. Mais est-ce que vous avez vu ce qui a changé quand même dans la position? Il y a un gros facteur qui a changé. Eh bien, à force de gagner des pions, en fait, j'ai 3 pions passés liés là. Donc, ça va aller loin. Que menace mon adversaire? Le fou, donc je vais le replier. Et après, on n'aura plus qu'à pousser les pions. Donc, je vais commencer, hein. J'y vais. Je ne peux plus trop vous poser les questions maintenant, hein. Donc, voilà, que menace l'adversaire quand même? Il vient de jouer sa tour pour taper le pion. Mais avant de faire quelque chose pour ce pion, je dois toujours me demander ce que j'ai moi comme échec, prise ou menace. Alors, est-ce que vous avez trouvé comment on part la menace des blancs? C'est assez facile en vrai. Eh bien, on cueille la tour. Elle n'aurait jamais dû venir ici, hein. Alors normalement là, quand on donne une pièce en 1, on abandonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait cette erreur-là? Eh bien, il a sans doute pas mis à jour la position. Il a oublié que le fou était revenu, tout simplement. Ou alors il n'a jamais regardé la direction que contrôlait le fou. Je pense que c'est plutôt ça. En tout cas, c'est un problème de visualisation. C'est évident. Alors on avance un peu, hein. Je vais proposer les échanges, puisque j'ai une tour et 2 pions de plus. Il ne peut pas trop refuser l'échange parce que derrière il y a la tour. J'accélère et je vais jouer un petit peu plus fort pour finir la partie. Vous avez compris que là, je veux dire, même à 1000 élos, vous gagnez la partie normalement. Donc là, j'accélère un petit peu, je monte un petit peu le niveau pour en finir, hein, parce que ce n'est plus très intéressant maintenant, hein. Il devrait abandonner, mais souvent, à ce niveau-là, on n'abandonne pas, ça se comprend, hein. Donc je vais pousser, je vais commencer à créer ma majorité. Je prépare des pré-moves d'ailleurs. Voilà, cavalier F7, que vient-il faire ici? Il vient faire une fourchette, mais il oublie un détail. C'est que mon fou contrôle la case, donc alors son problème à lui, au niveau de la visualisation, ce serait la visualisation des directions, vous voyez? Parce que ça fait 2 pièces qu'il me donne en les posant sur des cases surveillées. C'est très intéressant. Essayez de faire ça sur vos parties. Regardez quel type d'erreur vous faites quand vous donnez des pièces. Est-ce que vous les posez sur des cases contrôlées par les fous, par exemple? Donc ça veut dire que là, vous avez un gros problème pour identifier les directions. Ou est-ce que vous abandonnez la protection de certaines pièces? Et là, ça voudrait dire que vous avez un autre problème de visualisation, c'est que vous ne mettez pas en relation les pièces entre elles. Vous voyez, donc c'est intéressant ça, de bien identifier quel problème de visualisation vous avez. Si vous avez moins de 1000 élos, et là même moins de 1500 élos, c'est que forcément vous avez un problème de visualisation. Ce n'est pas un problème de calcul en réalité. Il faut arrêter de croire qu'on n'est pas bon en calcul. Le problème, il n'est pas là. À ce niveau-là, il est vraiment dans la visualisation. Donc là, en même temps, je me crée des pions passés et que j'avance, hein, évidemment. Et je continue à pousser. Voilà, je vais donner un petit échec pour activer le fou. Je vais probablement rentrer aussi sur la rangée, hein. C'est toujours intéressant pour finir les parties. Donc là, vous avez vu, je monte le niveau, hein, c'est normal. Mon plan, c'est de pousser, hein, tout simplement, et de faire une dame, hein. C'est aussi simple que ça. Je pourrais aussi doubler les tours. C'est ce que je vais faire. Doubler les tours sur les colonnes ouvertes, c'est des éléments stratégiques de base, hein. Je pourrais même jouer fou G3 pour échanger les tours. Et voilà, il abandonne. Donc voilà, on a vu un adversaire qui ne maîtrise pas, au niveau de la visualisation, les directions. Et ça, c'est très instructif, hein. Il a fait 2 erreurs coup sur coup. Les 2 pièces qu'il m'a données, c'était des histoires de direction. C'était un petit peu la même chose d'ailleurs quand il m'a laissé prendre son pion en G2 tout à l'heure. Donc il n'avait pas vu que madame était sur la trajectoire. Donc quelque part, il regarde bien les groupements de pièces, il regarde bien ses attaques à lui, mais il ne regarde pas dans quelle direction vont mes pièces à moi. Je pense que c'était ça son problème au niveau visualisation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant une nouvelle partie, je vous dis à bientôt.